on vous écoute, on a envie d'adhérer et ça nous éloigne tout à fait des réalités qui sont celles que l'on vit en permanence. Alors, au contraire, peut-être un petit moment pour vous nous parler de votre propre rapport à la Terre. Ben, le rapport à la Terre, enfin, comme tout le monde peut le savoir, aujourd'hui, il y a une civilisation à dominante urbaine, de plus en plus. Donc, de plus en plus de concentration de gens dans les structures urbaines, ce qui fait qu'il y a un éloignement de plus en plus important de ce phénomène de base auquel nous tous, nous devons notre nourriture, notre survie, et il y a une ignorance petit à petit qui s'est établie parce que l'équilibre entre, disons, une ère de la technologie, une ère des miracles technologiques, par rapport à la Terre, évidemment, la Terre est ignorée de plus en plus. Et quand nous avons décidé, avec ma famille, de faire un retour à la Terre de Paris vers la Terre, on ne savait pas trop où nous allions finalement trouver à exercer ou disons à répondre à cette aspiration. On a lancé une espèce de bouteille à la mer et puis on a reçu une réponse d'un médecin qui se trouve en Ardèche, c'est-à-dire dans la partie sévenole de l'Ardèche. Et donc nous quittons Paris et puis je me présente au Crédit Agricole pour faire un emprunt et on me dit mais est-ce que vous savez travailler la terre? Je dis bah non, c'est pas. Et ils avaient tout à fait raison, donc allez apprendre et vous reviendrez après. Voilà. Donc on décide d'aller apprendre, et aller apprendre pour moi c'était passer une sorte de BA, de brevet d'apprentissage agricole, avec un enseignement accéléré pour ce qui me concerne, parce que c'était payant en plus. Et puis la deuxième chose, l'agriculture, évidemment, c'est une pratique matérielle, ça sollicite notre corps, nos muscles, ça sollicite tout ça, nos connaissances, nos savoirs et nos savoir-faire, et je suis allé les acquérir donc auprès des paysans ou des agriculteurs de l'époque, qui étaient beaucoup d'arboriculture, beaucoup viticulture, etc. Et là, ma grande surprise, c'est que le schéma que j'avais dans ma tête de retour vers la terre a été complètement perturbé parce que travailler la terre, mais quand j'allais chez mes patrons qui me disaient travailler la terre, ben, c'était mettre des engrais chimiques dans la terre. La terre est donc empoisonnée, les plantes qui poussent sont affaiblies, sont malades, c'est normal. Et puis, étant malades et affaiblies, elles sont donc atteintes de maladies. Et c'est l'atteinte des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire aussi bien des maladies, disons, champignons, etc., que des attaques virulentes des insectes ravageurs. Alors, pour remédier, disons, à cela, eh bien, on avait recours à des pesticides. Ces pesticides d'une violence absolument inouïe, puisqu'il fallait mettre des masques pour aller traiter, comme on disait, les plantes. Il fallait se préserver, et parce que rien que l'inhalation de certains produits tuait les gens. Alors inutile de vous dire que ces organochlorés, organophosphorés, etc., qui étaient projetés d'une façon régulière dans l'environnement, les engrais chimiques mis dans le sol, on rentre donc dans quelque chose qui va à l'encontre des règles et des lois de la vie elle-même, telles qu'elle les a établies depuis les origines. C'est-à-dire une chimisation très très importante et très violente du monde vivant. À partir de ce moment-là, je me dis, voilà, certainement je ne suis pas venu pour détruire cette réalité, détruire cette terre, la polluer, la dégrader. J'étais un peu désespéré en me disant, bon, si c'est que ça, l'agriculture, j'abandonne. D'autant plus que l'ami médecin qui nous avait fait connaître le pays, on dialoguait beaucoup, il me dit, il y a un tel qui vient d'être empoisonné, il y a un tel qui est mort parce qu'il avait inhalé du méthystémox, sans compter tous les effets, si vous voulez, pervers et sournois et invisibles qui en fait atteignaient aussi bien la santé de la terre, la santé des végétaux, la santé des animaux et la santé des humains. Donc à partir de ce constat, ça n'allait pas, je ne voulais pas rentrer dans ces pratiques-là, pour rien au monde rentrer dans cette destruction. Et un jour, cet ami médecin, qui lui s'occupait de la santé publique,
aussi écologique, aussi écologiste, dans une approche écologiste. Il était passionné d'écologie, aussi bien humaine que d'écologie écologique. Et il me dit, un jour, il vient triomphant, brandissant un ouvrage, qui me dit, voilà la réponse à nos tourments, c'est dans ce livre-là. Et je regarde ce livre, ça s'intitulait La fécondité de la Terre, d'un certain Pfeiffer, qui était disciple de Rudolf Steiner, qui lui avait repensé, c'était un anthroposophe qui avait repensé en quelque sorte les activités humaines, et en particulier il avait donné sa réflexion et des directives concernant la façon dont on doit cultiver la terre pour que cette terre reste vivante, et pour vraiment ne pas la détruire et au contraire la dynamiser. Alors le rapport à la terre, ça n'a pas été... Donc je suis sorti en quelque sorte de simplement les questions de substance. Et ce que évoquait Rudolf Steiner, c'était le fait que la terre n'est pas isolée en quelque sorte du cosmos. Elle est reliée au cosmos. Personne ne peut nier l'influence du soleil sur la terre, personne ne peut nier ça. Mais il y a aussi toutes sortes d'énergie, l'énergie subtile, qui sont vibratoires et qui concernent l'ensemble du cosmos. Et chaque planète, en quelque sorte, beaucoup de ces planètes, pas toutes, mais certaines de ces planètes, ont un rapport à la Terre qui est un rapport vivifiant. C'est-à-dire que ces planètes-là émettent des énergies, et ces énergies, la planète Terre les capte, et ça rentre dans sa vitalisation. Et donc on était rentré en quelque sorte dans une méthode, dans une pratique agricole qui allait complètement à l'encontre des lois de la vie. La chimie dans le sol tue la terre, alors que la terre est vivante. La terre est vivante. Si vous analysez de la terre, quand on analyse de la terre, on trouve des bactéries de toutes sortes, on trouve des champignons, micro-champignons, et le fameux ver de terre qui fait un boulot extraordinaire parce que lui, le ver de terre, transforme la terre et il la fertilise par le travail qu'il fait. Il absorbe la terre, ça passe dans son corps, il rejette une terre rénovée qui est une forme d'un mucus qui enrichit la terre. Et en plus, il a un travail, puisqu'il descend, il remonte, et il fait toutes sortes de méandres, et il travaille jour et nuit sans être payé d'ailleurs, et il ne fait jamais grève. Donc ce ver de terre fait un travail fabuleux d'aération de la terre et d'enrichissement de la terre, parce qu'il va prendre quelquefois à la surface du sol des résidus végétaux, il va les descendre dans la terre, il va participer à la création de quelque chose qui est absolument fondamental pour la vie, c'est-à-dire l'humus. Qu'est-ce que c'est que l'humus? Eh bien, l'humus, c'est un ingrédient magnifique qui est produit dans le processus de la vie elle-même. Et quel est ce processus? Imaginons la forêt. Bon, l'arbre pousse, il est tout petit, il grandit. Eh bien, en automne, bien, il perd ses feuilles, c'est-à-dire dans son cycle, sauf ceux qui ont évidemment, qui ont un feuillage permanent, mais c'est plutôt une espèce différente. Mais l'espèce feuillue, eh bien, l'arbre grandit, produit ses feuilles, c'est ce qui lui permet aussi d'être en relation avec le cosmos, prend les substances dans la terre, et puis, quand l'automne arrive, eh bien, il restitue. Et toutes les feuilles mortes, c'est-à-dire qu'on dirait que la terre ou la forêt, elle revêt ses plus beaux atours. L'automne, c'est plein de couleurs, c'est absolument magnifique. Eh bien, il faut savoir que quand cet automne magnifique, il est en quelque sorte représentatif d'un cycle où la feuille ayant rempli sa fonction, donc chlorophyllienne et autres, nourrir d'arbres, eh bien, elle tombe au sol, et à ce moment-là, elle rentre dans le processus qui va produire quoi? De l'humus. Et l'humus va être intégré à la terre, et c'est comme ça que le processus de la vie se poursuit. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, cette formule est très juste par rapport à ce qu'on appelle le processus de la vie. Et grâce à ça,
cet humus entraîné dans la terre lui redonne vitalité, et ce n'est pas pour rien que l'étymologie humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même étymologie. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh ben, on a compris le processus de la vie. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant qu'agriculteur, dans mon rapport à la terre? C'est plus un substrat. Je vais acheter des sacs d'engrais et je vais mettre ces substrats, ces engrais dans le sol. Je vais m'inspirer de ce que la vie a fait, c'est-à-dire les déchets, par exemple, organiques de la ferme, les fumiers, les pailles, tout ce que je peux rassembler comme matière organique, je vais la mettre dans un processus de fermentation. Et ce processus de fermentation, avec un protocole très précis, va me permettre d'obtenir quoi? D'obtenir, après cette fermentation dirigée, orientée, avec une concentration de bactéries spécifiques, parce que la fermentation doit se faire en rapport avec l'oxygène, avec l'air, eh bien je vais sélectionner un certain nombre de bactéries qui sont des bactéries positives. Et ces bactéries qui vont se concentrer dans la fermentation que j'ai mis en route sous la forme de ce qu'on appelle le compostage, eh bien ce compostage, c'est une préparation très, très précise de la meilleure nourriture que l'on puisse faire. Et bien pour la terre, qu'est-ce que je fais? Je participe à la création de l'humus. Et on a vu, donc ça c'est expérimenté sur notre propre sol, notre propre terre, où nous avons eu une ferme au sol très rocailleux, très faible en composants fertiles. Eh bien, quand on a créé notre troupeau de chèvres, quand on a eu des matières organiques sous forme de paille et tout, eh bien, on prend tout cela, c'est fermenté selon le protocole de compostage, on produit un pré-humus. Ce pré-humus, si on porte au laboratoire d'analyse, il va vous dire qu'il y a un concentré extraordinaire, très très fort de bactéries utiles. Et ces bactéries utiles, je vais les mettre dans ma terre et je vais donc réensemencer ma terre en bactéries. Et cet humus a la capacité de retenir jusqu'à 10 fois son propre poids en eau. C'est-à-dire qu'il y a une régulation de l'eau par la rétention de l'humus de l'eau. Et donc je joue sur plusieurs tableaux. À la fois j'ensemence la terre, je la régénère, et une terre parfois même près de la mort, près de l'extinction, est revivifiée. C'est ce que nous avons expérimenté donc au Sahel, où je me suis trouvé dans les zones à intervenir, dans les zones semi-arides, cette bande sahélienne qui est entre, si vous voulez, le Sahara, le désert du Sahara, qui est mon origine, et ce Sahara qui gagne de plus en plus sur les parties semi-arides, et de l'autre côté de cette bande sahélienne, vous avez la forêt tropicale. Donc vous avez cette bande sahélienne, dans les années 70, terrible sécheresse, les pratiques humaines pas du tout adéquates, et du coup, vous avez un processus de désertification, c'est-à-dire le Sahel devient Sahara, et petit à petit, ce processus de désertification, c'est-à-dire de destruction en fait du milieu naturel et des biotopes, eh bien, s'aggrave, descend, s'élargit, et donc la terre meurt. Eh bien, quand on a utilisé les méthodes dites biologiques, ben, ces méthodes biologiques ont permis finalement de démontrer que l'approche, dès lors qu'on a recours, disons, à la puissance de la vie elle-même, c'est-à-dire à l'ordre que la vie a mis, eh bien, on régénère la terre, on les améliore et on leur redonne vie. Et cette expérience a été donc faite d'une façon assez forte, et jusqu'au moment où, au Burkina Faso en particulier, j'ai travaillé au Burkina Faso, et à partir de 2-3 ans, ben, finalement les résultats étaient tels qu'il a fallu créer une structure qui s'appelle Gorom Gorom, au nord du Burkina Faso, avec une association qui avait des avions. Enfin, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en tout cas, au bout de quelques temps, les résultats sont tels que les paysans sont enchantés. Je suis invité par Thomas Sankara, convoqué, et Thomas Sankara me dit: il faut absolument que cette méthode-là devienne une méthode nationale. Voilà. Et vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Voilà. Donc c'est ça pour dire
pour dire que nous sommes, alors je ne sais pas si je suis dans le registre, non, en tous les je cas, suis dans le registre, mais en tout cas, voilà, une fois qu'on a compris ça, on a compris que ce que nous faisons, et d'une façon globale et générale, c'est que nous participons à harmoniser l'histoire humaine avec la nature. Et on ne peut pas se contenter d'aligner des bouquins sur les étagères, il faut quand même maintenant des actions très concrètes. Une fois qu'on a analysé la situation, il est certain que si nous continuons dans les processus actuels de destruction du milieu naturel, les forêts ravagées, les sols détruits par une agriculture inadéquate qui les stérilise, etc., il est certain que ce processus-là aura une fin, dans le sens où les terres devenues mortes, eh bien, évidemment, on ne pourra pas survivre à des terres mortes. Et par ailleurs, les substances que nous mettons dans la terre, par un processus normal, la terre, le végétal, l'animal, l'être humain, et le processus qui est celui du lien, du cercle de la vie elle-même, c'est-à-dire qu'avec les différentes séquences, eh bien, si on détruit les sols, bien entendu, eh bien, on détruit l'être humain. Et aujourd'hui, ce dont on n'est pas conscient, c'est que la nourriture que nous faisons pousser sur ces sols d'un mérite, comme on dit, quand on se met à table, de se souhaiter plutôt que bonne chance, plutôt que bon appétit, il vaut mieux se souhaiter bonne chance, parce que chaque jour nous sommes nourris d'une alimentation qui véhicule des nuisances. Et ces nuisances en microsubstances, eh bien, ont des effets, et c'est reconnu. Malheureusement, il n'y a pas d'écoute, qu'il y a une grande partie des pathologies humaines du monde moderne actuel qui sont dues au fait que la Terre n'arrive plus à nourrir correctement. Parce que la plante qui pousse sur une terre vivante, elle a une autre capacité, une autre faculté, c'est qu'elle peut concentrer les énergies cosmiques. Une plante vivante, elle est réceptive aux énergies cosmiques comme une bonne antenne. Et donc, quand vous mangez la nourriture qu'on appelle bio, si vous voulez, eh bien, vous ne consommez pas que de la substance chimique, de la substance quelle qu'elle soit, même biologique, mais vous consommez aussi, vous mettez dans votre organisme l'énergie que la plante a su capter et concentrer de façon à nous la transmettre. Alors, quand vous ajoutez à la nourriture solide la pollution de l'eau, quand vous ajoutez la pollution de l'air, quand vous mettez tous ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes en train de nous suicider. Voilà. C'est un suicide programmé, malheureusement dans l'obscurantisme actuel, où la science, qui a des côtés évidemment positifs, eh bien, a établi un mode de gestion du patrimoine vivant qui est totalement suicidaire. Vous êtes Pierre Rabhi,